Amis auditeurs de Radio Courtoisie, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du Libre Journal des débats. Elle est enregistrée le vendredi 20 mars et c'est important puisque nous sommes diffusés le mercredi qui suit et que cette émission va être intégralement consacrée au conflit actuellement en place au Liban, qui est évidemment inséré dans un autre conflit. C'est celui qui a commencé, en tout cas pour sa phase actuelle, le 28 février 2026 avec le lancement des opérations israélo-américaines sur l'Iran. L'entrée du conflit plus directement au Liban date de la nuit du 1er au 2 mars, où le Hezbollah a tiré plusieurs roquettes sur le territoire libanais. Depuis lors, une crise énorme s'est ouverte au Liban. Guerre, évidemment, hein, puisque l'armée israélienne ayant répliqué, notamment au motif de l'annihilation du Hezbollah contre ses combattants, elle a ordonné des évacuations de zones du territoire libanais au sud, mais frappé ailleurs dans le pays. Plus d'un million de personnes seraient aujourd'hui déplacées. Cette crise humanitaire mobilise une association que vous connaissez bien et que j'ai l'honneur de présider, SOS Chrétiens d'Orient, qui est aujourd'hui extrêmement mobilisée sur le terrain pour faire face aux diverses réalités humanitaires sur place. Il nous apparaît important chez SOS Chrétien d'Orient et pour tous les auditeurs de Radio Courtoisie de réussir à mieux voir, mieux percevoir ce qui est en train de se dérouler au Liban actuellement. Nous aurons pour cela trois invités. En dernière partie de cette émission, Hector Ajar, qui est responsable associatif et ancien ministre des Affaires sociales du Liban. Avant lui, Georges Jamouri, un père de famille libanais, entrepreneur et par ailleurs membre du bureau politique du parti des Kataeb, bien connu de nos auditeurs. Mais pour commencer, nous allons avoir la présentation de la réalité humanitaire sur le terrain par Thibaut Vallée, qui est chef de mission de SOS Chrétien d'Orient au Liban. Thibaut Vallée, bonsoir. Bonsoir Charles. C'est un grand plaisir de vous avoir au micro de Radio Courtoisie. Nos auditeurs ont déjà eu l'occasion de voir plusieurs cadres de l'association s'exprimer au sujet de ce qui se déroule dans le pays. D'abord, première question, Thibaut, est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous préciser où tu en es en ce moment? Que font les volontaires de SOS Chrétien d'Orient sur le terrain? Oui, effectivement. Alors, comme tu le disais, Charles, pour répondre à l'urgence, SOS Chrétien d'Orient est pleinement mobilisé, que ce soit au siège social en France, mais bien sûr ici au Liban. Et donc, que ce soit avec mon équipe de salariés libanais et avec mon équipe de volontaires actuellement sur place au Liban, nous menons plusieurs actions. Ces actions vont aller de la réponse d'urgence, donc c'est-à-dire offrir des colis alimentaires, des biens de première nécessité, des produits d'hygiène. Ça va être aussi de la literie ou alors des couvertures pour beaucoup de familles déplacées qui ont dû fuir les combats, fuir les bombardements, que ce soit dans le sud de Liban, dans la Bekaa, aussi de la banlieue sud de Beyrouth. Et donc effectivement, depuis maintenant un peu plus de 3 semaines, nous enchaînons ces donations pour essayer de répondre au mieux aux besoins de ces personnes déplacées. En fait, tu le disais précédemment, on a dépassé la barre du million de déplacés, donc ça rappelle des chiffres de 2024. Malheureusement, à la différence de 2024, cette crise continue et je dirais, nous sentons que cette crise va malheureusement continuer et les chiffres augmentent tous les jours. On parle des déplacés, nous avons passé la barre des 1000 morts il y a quelques jours. Donc c'est vrai que cette crise est vraiment profonde, sans précédent, je dirais, et surtout, c'est une accumulation de crises. Alors avec SOS Chrétien d'Orient, nous multiplions les réponses d'urgence. Je parlais de ces donations que nous avons pu réaliser et que nous continuons de réaliser. Donc ça, c'est pour la réponse d'urgence. Nous lançons également avec une association Alors libanaise. attends Thibaut, parce que nous, dans notre vocabulaire humanitaire, les distributions, ça paraît essentiel, c'est ton quotidien, c'est clair, mais je pense qu'en fait, il faut que tu décrives à nos auditeurs ce que ça veut dire une distribution, comment tu l'organises, ce qui est distribué, à quel public. Ça me paraît important pour qu'ils illustrent bien ce que tu fais. D'accord. Donc,
Une donation de colis alimentaires ou de biens de première nécessité, comment ça s'articule? D'abord, il y a tout ce qui est évaluation des besoins, c'est-à-dire que, nous, alertons nos partenaires s'ils ne nous alertent pas eux-mêmes en nous disant: «Eh bien, écoutez, il y a, autant de familles qui viennent d'arriver», soit dans ce centre d'accueil. Les centres d'accueil, ce sont, des hôpitaux ou des écoles qui sont réquisitionnés par, l'État libanais. Ça va être aussi des communautés chrétiennes, des paroisses, des monastères qui ouvrent leurs portes pour ce flot de déplacés et qui accueillent des familles, chez eux, dans l'enceinte de leur paroisse, dans l'enceinte de leur monastère. Et donc ensuite, une fois que nous avons établi, combien de personnes sont concernées, quels sont leurs besoins, puisque, en tant que personnel humanitaire, nous devons nous coordonner également avec les autres associations humanitaires pour ne pas offrir, la même chose, je dirais, les mêmes produits. Et donc ensuite, une fois qu'on a bien identifié, tout cela, on va aller se déplacer, on va aller, trouver nos fournisseurs, pour ensuite acheter ces produits. Et ensuite, une fois que ces produits seront achetés, nous allons commencer à les acheminer. Donc nous partons, avec, nos voitures, nous les remplissons, nous arrivons, au lieu pour la donation, donc que ce soit des monastères, des patriarcats, des écoles, et ensuite nous procédons à la livraison de ces colis alimentaires, de ces produits d'hygiène, de ces biens de première nécessité, en fait, puisque ces déplacés, bien souvent, n'ont pas eu le temps d'emporter grand-chose avec eux. Vous savez, ils subissent les avis d'évacuation qui sont promulgués par l'armée israélienne, et donc en quelques secondes, ils doivent quitter leur maison, leur, appartement, leur ville, leur village, avec ce qu'ils peuvent emporter sur le moment. Ils prennent la route de l'exode sans bien souvent ne pas savoir où ils vont atterrir, et ensuite ils atterrissent dans ces centres ou dans ces communautés qui les accueillent. Donc ces donations, elles servent bien évidemment à soulager les besoins de ces, personnes concernées par ces déplacements. Elles servent aussi à, soulager les communautés qui les accueillent puisque, vous le savez, par exemple, un monastère, des moines, un ordre qui va accueillir ces personnes déplacées, très bien, elles ouvrent leurs portes et elles les accueillent de bon cœur. Mais ces personnes déplacées vont représenter, entre guillemets, un poids sur cette communauté. Avec la situation actuelle du Liban, avec la crise économique qui laisse toujours le Liban dans une position, exsangue, avec les diverses crises au fil des années, eh bien, ces communautés, même si elles ont la volonté de vouloir, accueillir ces déplacés, elles ont aussi besoin qu'on les y aide. Et donc c'est tout le sens de l'aide, apportée par SOS Chrétiens d'Orient. Aujourd'hui, quand est-ce qu'il est facile de trouver les interlocuteurs avec, lesquels travailler? Comment au quotidien vous arrivez à identifier les besoins? Est-ce que c'est les partenaires historiques de l'association? Est-ce qu'il y a d'autres demandes qui sont formulées? Alors, évidemment, nous, sommes au quotidien en contact avec les partenaires, habituels de l'association, je dirais. Nous aussi, nous contactons également les autres associations humanitaires, que ce soit pour la coordination, mais également pour relever, l'étendue des besoins, je dirais, puisque, avec les moyens de chaque association humanitaire, nous essayons de combler ces besoins. Chaque association humanitaire ne peut pas, subvenir aux besoins, de cette crise, à elle seule. Et c'est pourquoi nous contactons des organisations humanitaires. Nous recevons aussi beaucoup de sollicitations, beaucoup de demandes, de gens qui ont vu, nos actions, qui n'étaient pas forcément en contact avec nous, jusqu'à présent, mais qui, nous voyant sur le terrain, prêts à aider les Libanais, nous contactent pour nous dire: «Eh bien, écoutez, moi aussi j'ai besoin d'aide», ou alors: «Je connais quelqu'un qui a besoin d'aide», ou alors: «Cette communauté, qui est dans mon village accueille des gens et ils auraient aussi besoin de votre aide». Donc voilà, on est beaucoup sollicités en ce moment. Nous évaluons les besoins et nous essayons d'y répondre le mieux possible, et forcément pour y répondre le mieux possible, nous avons aussi besoin de dons, besoin d'argent, c'est le nerf de la guerre, je dirais. Et donc au fur et à mesure des dons que nous pouvons, récolter, nous lançons des projets, nous lançons des aides, pour pouvoir répondre à l'étendue des besoins. On
on a donc entendu parler des distributions. Est-ce que tu peux présenter 3 ou 4 autres projets? Là, je crois, de mémoire, on en a validé une petite dizaine que tu avais présenté. Est-ce que tu peux entrer dans les détails, j'allais dire, géographiques et structurels de quelques-uns d'entre eux, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors nous avons lancé également une clinique, médicale d'urgence, une clinique mobile, dans la région de Gésine, dans le Casa de Gésine, et tous les villages qui sont dans cette région. Donc Jézine, pour dire à nos auditeurs, c'est au sud de Beyrouth, plutôt au centre-sud du pays, pour être exact, voilà. Tout à fait, Gésine se trouve au centre du sud du pays. En fait, c'est à la même latitude que Sidon, que Saïda, et c'est une région, historiquement chrétienne et je dirais, elle est, actuellement aux portes, des avis d'évacuation. C'est-à-dire que, toutes les populations du sud Liban ont été sommées par l'armée israélienne de se déplacer d'abord au nord du fleuve Litani puis quelques jours ensuite au nord du fleuve Zaarani. Et au nord du fleuve Zaarani, les deux grandes villes que nous trouvons au Liban, c'est Saïda sur la côte et Jezine à l'intérieur des terres. Et donc cette clinique mobile va se déplacer dans les villages de la région de Jezine pour fournir un accès aux soins, aussi bien aux milliers de déplacés qui sont accueillis dans cette région, et aussi bien aux communautés qui les accueillent. Puisque vous savez, en période de guerre, forcément, bah, ce sont aussi des hôpitaux qui sont détruits, ce sont des médecins qui sont aussi sur le chemin de l'exode. Et donc, les populations qui restent dans ces zones, qu'elles soient déplacées, qu'elles soient arrivées dans ces zones, ou alors les populations qui y vivent déjà, bien souvent manquent d'un accès aux soins. Et donc, cette clinique mobile d'urgence va leur permettre d'avoir des consultations médicales de médecine générale, également des consultations en gynécologie, des consultations en pédiatrie. Il y aura aussi, des infirmiers, une assistante sociale et il y aura aussi, des médicaments. Voilà, l'accès aux médicaments est très important, très difficile au Liban en règle générale puisque ce sont des médicaments qui coûtent cher et donc cette clinique mobile va permettre à, ces populations d'avoir accès, aux soins, aux consultations et également aux médicaments. Nous avons aussi lancé un autre projet pour des confections de plats chauds et de distribution de ces plats chauds en faveur des déplacés. Nous avons la semaine dernière commencé ce projet avec une association libanaise que nous connaissons bien, où nos volontaires vont souvent, c'est la fondation Albert Nassar à Benaïa, donc à quelques kilomètres au nord de Beyrouth. Et donc, nos volontaires vont dans cette association pour préparer des repas chauds, et ces repas chauds sont ensuite distribués à des déplacés et la dernière donation, en date était une distribution dans l'école de Djel el-Dib. Djel el-Dib qui se situe à quelques kilomètres au nord de Beyrouth et donc ce projet vise à pouvoir, préparer 200 plats, par semaine. Et donc, au fur et à mesure des dons que nous pourrons récolter, nous pourrons renouveler ce projet pour continuer d'apporter ces plats chauds aux déplacés dans les centres d'accueil. Et un petit dernier, pour la route, donc on l'a vu, à la fois, des répartitions territoriales et puis des divers niveaux de réponse en fonction des urgences. Je parle de tir. Bah, par exemple, Thibaut Vallée, tu peux nous présenter Tyr. Alors Tyr, il faut savoir, que c'est une ville, côtière et que, Tyr, a été frappée à plusieurs reprises, par des bombardements, israéliens dont l'objectif, annoncé était de viser des forces du Hezbollah. Effectivement, donc le contexte de la guerre, rend parfois difficile certains projets que nous essayons de mener et nous voulons aider les communautés chrétiennes qui restent dans le sud, qui restent dans le sud du Liban, qui ont décidé de rester sur leur terre. Je pense que nos éditeurs n'ont pas manqué de voir divers exemples, que ce soit Aleya, que ce soit Armeij, que ce soit Ain Ebel. Voilà, des chrétiens qui font le choix de rester dans leur ville, dans leur village, et donc, il reste encore 250 familles chrétiennes, toujours à Tyr, Tyr qui est la grande ville côtière du sud Liban.
Et donc pour pouvoir les aider à se maintenir, chez elles, puisque elles ont fait le choix d'y rester, que ce soit par conviction, mais également, et je pense que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, elles décident de rester chez elles parce qu'elles n'ont pas les moyens de pouvoir partir, puisque quand vous prenez le chemin de l'exode, eh bien, c'est toujours compliqué financièrement, je dirais. Vous partez, mais vous ne savez pas pour combien de temps, vous ne savez pas comment vous allez subvenir à vos besoins, puisque vous quittez votre ville, votre village, votre travail, votre source de revenus, et donc c'est toujours difficile pour elles. Et donc nous voulons lancer une donation de 250 colis, alimentaires pour ces 250 familles qui restent à Tyr. Comme vous le savez, Tyr, donc qui se trouve au sud du fleuve Litanie, est concerné par, l'avis d'évacuation émis par, l'armée israélienne, et depuis quelques jours, l'armée israélienne, a aussi indiqué qu'elle allait, systématiquement bombarder les ponts et les routes qui donnent accès, en tout cas qui traversent le fleuve Litanie. Et donc effectivement, nous sommes en train, d'organiser cette donation qui est rendue particulièrement compliquée par ce contexte. Et donc voilà, donc nous devons, nous adapter, faire des petits ajustements, mais les colis sont prêts et nous allons, nous l'espérons, parvenir à les acheminer jusqu'à Tyr. Il est important de noter quelque chose de crucial, c'est que le travail des humanitaires est rendu extrêmement difficile. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qui est difficile dans l'accès des humanitaires? Alors nous, SOS Chrétien Noir, on a de la chance parce qu'on est présent à demeure et on connaît très bien le sud pour y avoir eu une antenne pendant des années et des années à Armeïch, qui est une ville aujourd'hui complètement dans la zone militaire. On a développé aussi des amitiés ailleurs et des liens de travail ailleurs. Est-ce que tu peux nous parler de cette difficulté du travail humanitaire? Oui, c'est vrai que dans ce contexte, le travail humanitaire est rendu, particulièrement compliqué puisque, comment dire? Puisque le la, attends. Thibaut Vallet, vous êtes avec nous? Oui, oui, je suis toujours avec vous. Je cherche à être le plus diplomate possible. Mais c'est vrai que dans ce contexte, le travail humanitaire est rendu de plus en plus compliqué puisque les bombardements n'épargnent pas le personnel humanitaire, qui essaye de répondre à cette crise. Et On a vu communication de la Croix-Rouge libanaise qui cherche à affirmer que les ambulances ne peuvent pas être attaquées. Dans les morts à Ain el, il y avait un volontaire de l'ordre de Malte au Liban. Bon, si j'ai bien compris, il n'était pas visé au moment où il accomplissait un acte humanitaire, mais on le voit, il y a des dangers, il y a des dangers personnels hein, que tous les humanitaires locaux connaissent, mais il y a aussi des difficultés d'accès, d'acheminement des denrées, en fait. ouais, effectivement, il y a des dangers personnels, que ce soit comme tu l'évoquais, sur du personnel humanitaire, sur du personnel médical. Il y a plusieurs infirmiers, plusieurs ambulances qui ont été prises à partie. On note aussi que les journalistes ne sont pas non plus, épargnés, et donc c'est vrai qu'en tant que personnel humanitaire, voilà, nous devons prendre les plus grandes précautions pour, réussir à accéder à certaines zones et aussi pour, acheminer ce matériel puisque chaque donation, d'ampleur nécessite des autorisations qui sont octroyées par l'armée libanaise, et donc nous sommes contraints à ces autorisations. Nous ne pouvons pas accéder à toutes les zones comme nous le voulons, et pour que l'aide arrive à bon port, nous devons absolument respecter, voilà, plusieurs procédures, et c'est vrai que ce contexte de guerre, rend, particulièrement plus difficile cet accès aux autorisations. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres, donc on a parlé du sud du Liban pour que pour que nos auditeurs comprennent bien. Donc le sud, ce sont, pour le dire, simplement, la zone directement frontalière, d'Israël on peut dire sur 15 ou 20 kilomètres, 15 ou 20 kilomètres si on part de l'extrême sud jusqu'à Tyr, c'est ça? Je me trompe pas? À peu près, et en fait, le Ouais. dernier ordre d'évacuation repousse à 40 kilomètres de la frontière. 40 kilomètres, ça se situe donc il y a Tyr. Ensuite, si on remonte vers Beyrouth, il y a Sidon. Là, aujourd'hui, l'ordre d'évacuation se situe au sud de Sidon. Pour des raisons assez techniques, il est compliqué d'imaginer, mais bon, tout est possible malheureusement dans la guerre actuelle, qu'il y ait un ordre d'évacuation qui soit au nord de Sidon, ne serait-ce parce qu'il y a un camp de Palestiniens qui serait difficile à
à déplacer. C'est 18% du territoire libanais qui est sous ordre d'évacuation. Donc ça, c'est la situation au sud. On vient d'en parler, on en reparlera. Est-ce que, Thibaut, tu peux nous dire quelques mots de ce qui se passe pour l'accueil des déplacés ailleurs? Parce qu'il y a souvent des vidéos qui nous disent qu'il y a une grande solidarité des Libanais. Et quand on connaît ce peuple, on sait que c'est le cas. Et puis ils ont connu, plusieurs fois, ils ont dû accueillir des voisins. Mais ce que j'entends aussi, c'est que c'est difficile, qu'il y a beaucoup de craintes, parfois de l'animosité. Qu'est-ce qui se passe dans ce déplacement d'1 million de personnes pour un pays de 4 millions d'habitants? Alors effectivement, il y a, tous les cas de figure, mais je dirais comme habituellement au Liban. Et c'est vrai que, plus ces crises se répètent, plus, on sent poindre, bah, déjà une psychose, une paranoïa, puisque, les frappes ne se limitent pas qu'au sud Liban ou à la Bekaa ou à la banlieue sud de Beyrouth, qui sont les zones, ciblées par Israël sous, prétexte que ce soit des zones où le Hezbollah, est présent. C'est vrai qu'on vit sous les bombardements et à Beyrouth, il y a eu plusieurs frappes, notamment dans le centre de la ville ou alors, sur la corniche, donc à Beyrouth-Ouest, donc dans la zone, sunnite de la ville, ou alors il y a aussi eu des attaques de drones, à Bourj Hamoud, en périphérie de Bourj Hamoud qui est le quartier historiquement arménien, à l'est de Beyrouth. Et donc c'est vrai que ces frappes qui prennent pour cible comme ça d'autres zones qui, pour l'instant, étaient épargnées, poussent un peu les Libanais à, oui, à une certaine paranoïa, puisque les Libanais se rendent compte que en fait, personne n'est à l'abri de ce conflit, et à chaque fois, l'élément invoqué par l'armée israélienne, c'est la présence, de militants, soit du Hezbollah, soit de d'autres groupes, islamiques. Et donc c'est vrai que les Libanais qui n'étaient pas forcément concernés jusqu'à présent par, ce conflit, désormais, enfin, réfléchissent à 2 fois avant d'accueillir d'autres communautés au sein de leur foyer, au sein de leur quartier. Ouais, ça Heu, prend des formes très concrètes, quand il y a des plaques d'immatriculation qui laissent penser que les gens viennent du sud ou sont de confession, e chiite, ça effecti les inquiète. Il y a la effectivement, proximité des vas-y, quand vous vas-y, allez. discutez Quand vous discutez avec des Libanais, alors moi je me trouve actuellement à Beyrouth et c'est vrai que dans le quartier chrétien, quand on peut discuter avec eux, c'est vrai qu'ils comptent le nombre de plaques. Vous voyez, par exemple, il va y avoir des plaques qui commencent par un O. O, ça veut dire Ouzaï, donc c'est un quartier chiite de la banlieue sud, ou des plaques avec des N pour Nabatiyé, qui est une autre ville chiite du sud Liban. Et donc c'est vrai que ces Libanais dans ces quartiers jusqu'ici, préservés, voilà, le remarquent, y pensent et se redoutent que cet afflux de déplacés tire leur quartier, qui était jusqu'ici préservé, dans cette guerre aussi, et redoutent de recevoir des bombardements ou des frappes de drones, bah, sur leur foyer, dans leur rue, dans leur quartier. Donc c'est vrai que voilà, cette psychose, cette paranoïa touche de plus en plus, de plus en plus de Libanais. Vous le savez, le Liban a connu plusieurs conflits, notamment la guerre civile, entre confessions, entre 1975 et 1990. Donc c'est vrai que de tout temps, cette mémoire reste dans la tête des Libanais et elle ne demande qu'à être ravivée. Alors quand tout va bien, quand il n'y a pas forcément de guerre ou de crise, ça reste, dans le domaine de la blague. Vous le savez, une des phrases la plus prononcée au Liban, c'est «Enta min c'est-à-dire, «D'où es-tu? D'où viens-tu?» Pour, identifier, je dirais, son interlocuteur, pour savoir quoi dire, quoi ne pas dire, quel sujet éviter. Et c'est vrai que, en période de guerre, en période de crise, ce contexte, cette mémoire est fortement ravivée. Et donc, on peut observer, c'est vrai et c'est toujours vrai au Liban, un élan de solidarité pour accueillir ces déplacés parce qu'elles restent des populations civiles qui subissent, cette guerre et qui n'ont rien demandé. On observe également, des tensions et des tensions, intercommunautaires qui sont bien évidemment ravivées par ce conflit. Et en fait, ce 1 million de déplacés,
s'il ne peut plus vivre dans les 18% du territoire libanais où il vivait auparavant, ils sont forcément amenés à vivre ailleurs, dans les autres zones du Liban où elles n'avaient pas forcément l'habitude d'habiter, et les communautés qui habitent dans ces zones n'avaient pas forcément l'habitude non plus de partager leur quotidien avec ces communautés nouvellement arrivées. Et donc ça, c'est l'un des enjeux et l'une des grandes interrogations de cette crise qui dure. Dernière question avant de faire une pause musicale et de te retrouver, Thibaut, quel est, l'état d'esprit, l'état du moral des volontaires de SOS Chrétiens d'Orient? Il y en a combien? C'est quoi leur profil? Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au quotidien, à tes côtés? Alors, l'état moral des volontaires est très bon. Forcément, nous adaptons notre quotidien à cette réalité, et nous faisons beaucoup de pédagogie, beaucoup de discussions. Nous restons bien évidemment à leur écoute. Nous cadrons toutes leurs activités, leurs déplacements. C'est vrai que ben, ils ont l'habitude, en fait, avec SOS Chrétiens d'Orient, que nous ne rigolons pas sur la sécurité et que nous le prenons très au sérieux. Et donc, ils l'acceptent totalement. Plus les jours passent, plus ils se rendent compte qu'ils sont en sécurité et qu'ils nous font totalement confiance. Actuellement, j'ai 10 volontaires, voilà, j'en ai 4 à Tripoli actuellement, au nord de la ville, qui sont jusqu'à maintenant plutôt épargnés par tout ce qui se passe dans le reste du pays. Et j'en ai 6 qui sont actuellement avec moi à Beyrouth. Et donc leur moral est très bon, ils se sentent très investis, ils sont très heureux de pouvoir aider les Libanais dans cette situation. C'est un peu la raison d'être de leur départ en mission au départ, c'est de pouvoir venir sur le terrain et aider les chrétiens du Liban. Et donc c'est vrai ils sont très concernés, très impliqués par l'aide qu'ils peuvent apporter. Et les Libanais, en fait, sont très touchés par la présence des volontaires. Les Libanais ont toujours été touchés par la présence des volontaires SOS Chrétiens d'Orient au quotidien depuis maintenant de longues années. Et c'est vrai que dans ce contexte, de voir que des jeunes Français sont toujours là, sont toujours présents sur le territoire libanais pour pouvoir leur venir en aide sous les bombardements, sous les attaques de drones, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui leur fait profondément chaud au cœur, et c'est vrai qu'ils ne manquent pas de féliciter les volontaires et de leur témoigner de leur reconnaissance. Thibaut, on fait une première pause, musicale dans cette émission et on te retrouve dans quelques instants pour, continuer à nous parler de la situation au Liban, de l'action de SOS Chrétiens d'Orient et de l'appel général à la solidarité, face à cette situation terrible. Et vous êtes de retour dans le Libre Journal des débats de Radio Courtoisie, dirigé ce soir par Charles de Meyer. Dans cette première partie d'émission sur la crise et la guerre au Liban, nous avons Thibaut Vallet, chef de mission de SOS Chrétiens d'Orient au Liban. Thibaut, tu nous as précisé qu'il y avait des volontaires à Beyrouth et à Tripoli. Tripoli est dans le nord du pays, c'est une ville très, très majoritairement sunnite, avec quelques quartiers chrétiens. C'était beaucoup plus chrétien avant la guerre civile libanaise. Est-ce que il y a des effets de la tension du conflit qui se sentent dans cette ville qui n'est pas du tout concernée enfin, pas du tout immédiatement concernée par l'offensive israélienne, ou est-ce qu'il n'y a pas il y a pas de répercussions directes ou indirectes pour le moment? Alors, pour l'instant, les effets à Tripoli sont plutôt limités. C'est vrai que Tripoli fait partie du Liban, donc bien évidemment, les nouvelles de ce qui est en train de se passer dans le reste du pays arrivent à Tripoli, et donc forcément, les Tripolitains suivent le conflit qui est en train de se jouer au Liban. Après, c'est vrai qu'ils sont relativement préservés. Il y a quelques déplacés, bien évidemment, qui arrivent jusqu'à Tripoli depuis le sud Liban, depuis la Bekaa ou la banlieue sud de Beyrouth. Mais c'est vrai que pour l'instant, non, mais et ils n'ont pas tous les effets immédiats, je dirais, qu'on peut avoir un peu plus au sud, donc comme par exemple à Beyrouth où les autres volontaires sont. Cette situation, elle nous emmène à ce qui occupe le gouvernement libanais. Aujourd'hui, le gouvernement libanais demande de l'action de sa part de ses partenaires internationaux pour réussir au moins obtenir un cessez-le-feu ou une trêve dans le cadre de ce conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, le sentiment que tu as dans tes conversations avec des Libanais, c'est qu'ils ont un espoir de paix rapide, ou est-ce qu'ils sont
accablés, et ils pensent que fatalement, la guerre va continuer pendant des semaines et des semaines. Alors, dans leur grande majorité, c'est vrai que les Libanais que je côtoie au quotidien, avec qui j'ai l'occasion de discuter, sont plutôt accablés. Alors, ils sont d'abord épuisés par cette situation qui se répète, et ensuite, c'est vrai qu'ils sont plutôt accablés de voir qu'une sortie de crise ne semble pas arriver dans l'immédiat. Et en fait, on assiste à un combat en toute impunité entre l'armée israélienne et les militants du Hezbollah, et le gouvernement libanais est relativement absent. Alors, il y a beaucoup d'effets d'annonce. J'imagine bien que le gouvernement libanais essaye de trouver une solution, mais dans l'état actuel des choses, une solution ne peut pas arriver puisque l'une des conditions données par Israël pour que ce conflit s'arrête, c'est le désarmement du Hezbollah. Israël estime qu'il a laissé du temps au gouvernement libanais et à l'armée libanaise pour désarmer le Hezbollah. Le gouvernement libanais dit maintenant depuis plus d'un an qu'il est en train de désarmer le Hezbollah au sud Liban. Et en fait, cet envoi de roquettes par le Hezbollah le 2 mars donne voilà, l'impression au reste de la population que en fait, ce désarmement n'est pas effectif et il ne peut pas arriver à bout, que le gouvernement libanais et l'armée libanaise n'ont simplement pas les moyens, n'ont simplement pas les moyens nécessaires pour désarmer complètement ce Hezbollah. Alors, le gouvernement libanais veut négocier, et s'est dit prêt, le président Aoun s'est dit prêt à négocier la paix avec Israël, à la condition que les combats cessent. Et en fait, en face, Israël ne veut pas arrêter les combats tant que le Hezbollah n'est pas désarmé. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'est pour ça que oui, la grande majorité des Libanais sentent bien qu'une issue à ce conflit n'est pas pour demain. Issu à ce conflit compliqué, issue qui intéresse un certain nombre d'acteurs. Il y a notamment une institution qui est très forte, qui est très puissante, au moins dans le cœur des Libanais, c'est l'Église maronite. Est-ce que SOS travaille avec un certain nombre de partenaires ecclésiaux, et que disent-ils de la situation? Quel soutien peuvent-ils apporter aux populations locales? Oui, bien sûr, avec SOS Chrétiens d'Orient, nous travaillons avec les partenaires ecclésiaux, que ce soit l'Église maronite, l'Église grecque catholique et je dirais l'ensemble des églises présentes au Liban. Et c'est vrai que voilà, il y a eu plusieurs déclarations du patriarche Rai pour appeler à la paix, appeler à la cessation des hostilités. L'Église maronite est impliquée pour essayer d'aider les Libanais à traverser cette crise. Il y a quelques jours, il y avait aussi le nonce apostolique qui a fait une tournée au sud-Liban, voilà, pour venir témoigner de la présence du Saint-Siège, la présence du Vatican auprès des Libanais. C'est vrai qu'on est à peine quelques semaines, quelques mois après la venue du pape Léon XIV ici au Liban, début décembre 2025. Et donc c'est vrai que l'Église voilà, essaye de réconforter, d'aider tant qu'elle le peut les Libanais. Euh, donc j'imagine que le Vatican essaye aussi d'aider le Liban à travers ses réseaux diplomatiques. La France a également multiplié les initiatives. Déplacement il y a quelques jours du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, multiplication des interventions du président de la République, envoi de l'émissaire habituel du président de la République pour le Liban dans la personne de l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, mobilisation de son conseiller militaire spécial, ce qui ne doit pas être son titre exact, mais je retrouverai. Est-ce que, et puis l'activité de la société civile française en général, est-ce que cette motivation française, au moins au soutien humanitaire, est remarquée par les Libanais? Alors elle est, remarquée, mais je dirais elle est aussi jugée, insuffisante. C'est vrai que les Libanais ont l'habitude, d'appeler à la France. Vous savez, les Libanais surnomment la France leur mère. Ils disent toujours «Notre mère la France», et donc c'est vrai qu'à la différence de 2024, là actuellement en 2026,
les Libanais estiment que bah, la France est impuissante. En tout cas, ils la jugent impuissante. Ils voient bien que, effectivement, le président Macron et le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, essayent de lancer des initiatives, mais ces initiatives sont pour l'instant, ne sont pour l'instant pas suivies d'effet, en tout cas, et la parole de la France, oui, est perçue par les Libanais comme quelque chose d'insuffisant. En fait, ils ont l'impression que la France n'arrive pas à faire bouger les lignes, n'est pas écoutée, que ce soit par Israël ou par les États-Unis, et donc bah, ce recours à la France n'est pas, est insuffisant et n'est pas efficace. Est-ce qu'à l'inverse, il y a une reconnaissance qui s'établit pour, les volontaires, ceux qui incarnent, l'action généreuse et gratuite des Français, à l'égard des communautés libanaises? Oui, bien sûr, comme je l'évoquais, précédemment, c'est vrai que la présence de notre équipe, la présence de nos volontaires, au quotidien avec les Libanais, voilà, pour, essayer de subvenir à leurs besoins, de les aider, que ce soit aussi bien matériellement que moralement. Vous savez, le quotidien d'un volontaire, effectivement, c'est, d'aider, matériellement, que ce soit par les distributions, par les donations, ces Libanais, mais c'est également un grand réconfort, moral, ne serait-ce que passer quelques heures avec, les Libanais, qu'ils soient déplacés ou non, de pouvoir témoigner juste de leur présence, de pouvoir discuter avec eux, de pouvoir les réconforter, c'est vraiment quelque chose qui fait une grande différence pour les Libanais que nous rencontrons, et ces Libanais sont effectivement très touchés par la présence des volontaires d'SOS Chrétiens d'Orient avec eux au Liban, puisque nous vivons le même quotidien, nous vivons avec eux, et donc c'est vrai que les Libanais sont particulièrement touchés par la présence de nos volontaires. Aujourd'hui, la situation, va en s'empirant d'un point de vue humanitaire, on a parlé des difficultés d'acheminement des biens. Est-ce que la société arrive à continuer à vivre, Thibaut Vallée? Est-ce que ça a aussi, des conséquences sur, la capacité des enfants à aller à l'école? Est-ce que ça a des je veux dire, pour les enfants qui ne sont pas concernés directement par ces déplacements, est-ce que l'activité économique, arrive? Est-ce que les prix, explosent? Qu'est-ce qui se passe pour aussi les populations qui sont, j'allais dire, victimes indirectes de la situation? Effectivement, la guerre a une incidence sur l'ensemble des Libanais, et c'est vrai que le quotidien des Libanais est bouleversé. Alors au niveau économique, on évoque le chiffre de 7 de récession à prévoir au Liban. Le Liban n'est toujours pas sorti de la crise économique qui l'a touché en 2019. Donc c'est vrai qu'actuellement, avec, la crise au Liban et également dans le contexte régional, ben, on assiste comme d'habitude à une flambée des prix. L'essence devient particulièrement hors de prix. Alors toutes les semaines, il y a une augmentation. Tous les mercredis, le prix de l'essence augmente. Pour, l'alimentation également, vous le savez, alors nous, pour confectionner nos colis alimentaires, nous demandons des devis. Nos fournisseurs ne veulent pas nous fournir de devis puisque les prix varient, les prix changent tous les jours. Et par exemple, le prix d'un kilo de viande hachée a quasiment doublé depuis le début de ce conflit. Donc forcément, cette guerre a une incidence sur l'ensemble des Libanais. J'évoquais le côté économique, vous évoquiez le côté des enfants, le côté scolaire. C'est vrai que, bah, les écoles sont à l'arrêt. Alors quelques écoles ont repris les cours, du moins de manière, informatique. C'est vrai que les cours, alors ce qu'on appelle les cours en présentiel, sont de moins en moins, présents, c'est le cas de le dire, et donc forcément ça a une incidence sur les enfants au niveau scolaire, mais également au niveau psychologique. Vous le savez, les enfants peuvent réaliser ce qui est en train de se passer. Vous savez, des bruits de bombardement, ce n'est pas, des sons auxquels vous êtes forcément habitués, dans votre vie, et ils le ressentent également, les tensions, mais ne serait-ce qu'en, voyant leurs parents, être, particulièrement stressés par ces événements, et donc on assiste déjà voilà, à beaucoup de problèmes qui vont arriver, de problèmes de stress, de problèmes psychologiques sur toute une partie de la population, et notamment les enfants. Ultime question, Thibaut Vallée, on a vu, sortir l'information selon laquelle les États-Unis auraient demandé, à la partie syrienne, donc aux voisins,
syriens d'intervenir dans le conflit. Il y a eu une communication de la part des Libanais et des Syriens en disant que ce n'était pas souhaité et ce n'était pas souhaitable. Est-ce que ça a fait réagir dans les conversations? On sait que l'histoire récente de la Syrie et du Liban est pour le moins compliquée. Alors ça fait réagir dans les conversations, effectivement. C'est quelque chose qui est, scruté, qui est surveillé, ici au Liban. Alors, comme tu l'as dit, ça a été démenti, aussi bien par les Américains que par les Syriens. Mais c'est vrai que ça reste un peu c'est une menace qui reste dans les têtes des Libanais et notamment des Libanais chrétiens. Voilà, c'est une menace, quand on connaît le passé du Liban et l'occupation syrienne, c'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, la mémoire est toujours, fraîche dans les têtes, des Libanais. Donc pour l'instant, rien ne laisse supposer cette option. Après, c'est vrai que quand on discute avec des Libanais, voilà, il y a toujours plusieurs sons de cloche. Certains estiment que rien ne se produira, de la part de la Syrie. D'autres estiment qu'ils attendent que les forces du Hezbollah soient, plus profondément touchés, plus impactés par Israël avant de pouvoir, de pouvoir intervenir au Liban. Voilà, pour l'instant, nous sommes dans l'expectative, mais c'est vrai que c'est une discussion qui revient, de plus en plus, je dirais, notamment ces derniers jours. Est-ce que tu as un dernier message à adresser à ceux de nos auditeurs qui se demanderaient à quoi peut servir leur argent aujourd'hui, qui peuvent hésiter à faire un don encore? Oui, bien sûr. Alors, comme vous le savez, nous avons terriblement, besoin de moyens. Nous avons d'abord besoin de vos prières. Je vous encourage tous à prier pour le Liban, à prier pour les chrétiens du Liban qui subissent encore une fois ce conflit. Nous avons également besoin de volontaires. Si vous avez du temps, si vous avez la volonté de venir nous aider sur le terrain et de venir aider les Libanais sur le terrain, je vous encourage, voilà, à vous porter volontaire pour nous rejoindre ici au Liban. Et nous avons également besoin, bah, de dons financiers. Donc je vous encourage également, voilà, si vous en avez les moyens, à, faire un don à SOS Chrétien d'Orient. Vous pouvez aller sur notre site internet ou sur, nos réseaux sociaux. Vous trouverez, en description, le lien de la récolte de fonds pour l'urgence au Liban. Et les Libanais ont bien besoin de votre aide, surtout en ces temps, compliqués. Un immense merci Thibaut Vallet de nous avoir accompagnés pendant cette première partie de l'émission. Je rappelle que vous êtes chef de mission de SOS Chrétien d'Orient à Beyrouth et pour tout le Liban. On vous souhaite bon courage, on pense bien à vous. On a la chance de vous retrouver sur plusieurs antennes en ce moment. Donc en plus, j'imagine qu'en plus du travail, la restitution de ce qui se passe doit vous prendre beaucoup de temps. On va faire une pause musicale grâce aux bons soins de Claudia et puis nous retrouvons un ami de l'association, Georges Amoury, qui par ailleurs est membre du bureau des Kataeb, père de famille, entrepreneur et très bon connaisseur de la situation sécuritaire au Liban. Après cette petite pause musicale, à tout de suite, restez avec nous, amis auditeurs. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Vous êtes de retour dans cette édition spéciale Liban du Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Nous venons de voir la situation humanitaire déplorable avec Thibaut Vallet, chef de mission de SOS Chrétien d'Orient dans le pays. Et nous allons retrouver une analyse de la situation, un point de vue très informé par Georges Amoury. Georges, on vous voit sur toutes les télés, sur toutes les radios en ce moment. J'espère que vous avez un peu de temps pour vous encore. Je rappelle que vous êtes père de famille nombreux au Liban, entrepreneur et membre du bureau politique des Kataeb. Merci de nous confier un peu de votre temps. Oui, bonjour Charles, merci à toi, merci de prendre de l'intérêt pour le Liban qui souffre particulièrement en ce moment. Je rappelle à nos auditeurs que nous enregistrons cette émission le vendredi 20 mars. Ça a une implication importante puisque nous serons diffusés mercredi prochain. Évidemment, un certain nombre de choses peuvent évoluer. D'abord, Georges, première question. On se tutoie parce qu'on se connaît très bien Oui. dans la vie. Georges, quel est ton sentiment, toi, comme Libanais, comme père de famille, avant d'en arriver dans un degré d'analyse? Là, si tu nous décris ton état d'esprit, tu te sens comment? Comment se sentent les tiens? Écoute, il y a un sentiment généralisé, particulièrement chez les chrétiens, là on peut parler entre chrétiens, il y a un sentiment d'être encore une fois pris au piège entre le Hezbollah, organisation alimentée, financée, armée par l'Iran,
et Israël qui utilise tous les prétextes nécessaires pour taper le Liban. Et aujourd'hui, les chrétiens particulièrement, encore une fois, se retrouvent dans cette situation très dangereuse et même on parle de bouclier humain. Quand on a des leaders du parti iranien, on va l'appeler ainsi, des leaders du parti iranien qui viennent être hébergés dans des immeubles résidentiels dans les quartiers chrétiens, et dans la foulée, l'armée israélienne les bombarde, ben, c'est tout l'immeuble qui en prend. Aujourd'hui même, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait un montage de camps pour les déplacés du sud Liban dans des régions chrétiennes. Nous savons que l'histoire des camps au Liban, particulièrement les camps palestiniens, quand ils sont venus dans les années 60 et les années 70, comment ça s'est terminé. Donc, le déplacement de population vers chez nous aussi est un danger pour les chrétiens, danger supplémentaire. Rappelle, hein, plus d'1 million de déplacés, en tout Oui, cas tout à fait. annoncés officiellement dans le pays. C'est la question que j'allais te poser. Ces déplacés, ils doivent bien vivre quelque part. Le Liban ploie déjà sous un nombre écrasant de réfugiés, réfugiés palestiniens d'une première vague, réfugiés syriens en plus. Ces déplacés de l'intérieur qui évidemment ont une place différente puisqu'ils sont eux libanais. Où est-ce qu'ils peuvent être accueillis et est-ce qu'ils risquent d'être accueillis dans des zones principalement chrétiennes? Écoute, Charles, le plus grand danger, c'est le comportement du Hezbollah. Quand on veut attaquer Israël, il faut un minimum de précautions à prendre. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas anticipé les moyens de communication, des ravitaillements, les moyens nécessaires pour leur communauté. On n'a pas besoin de parler de la communauté chrétienne, qui, elle, est très solidaire, même avec les chiites, parce que il en va de notre responsabilité chrétienne avant tout. Mais quand on voit Israël, elle a prévu des abris. Si aujourd'hui le Hezbollah, avec tous les tunnels qu'il avait fait, il avait économisé 10% de ces moyens-là et avait construit des abris pour les populations, on n'a pas besoin d'abris nucléaires, hein, qu'il fasse des camps ou des résidences ou des tentes, s'il avait investi dans quelques tentes collectives qu'on pourrait monter dans la plaine de la Beka ou ailleurs, mais rien, absolument rien là-dessus. De ce fait-là, vu que les régions particulièrement peuplées chiites sont en zone rouge, donc les gens sont invités à sortir. Et si Israël ne bombarde pas, elle fait le mur du son. Aujourd'hui, à midi, ça a tremblé, mais énormément chez nous, parce que Israël, par souci d'économie, à mon avis, ou bien ils ont un manque de cibles à tirer, ils ont fait le passage du mur de son. Donc toute Beyrouth a tremblé, mais énormément, pour leur rappeler qu'à n'importe quel moment, on peut bombarder. Donc les Libanais chiites qui sont pas forcément solidaires avec le Hezbollah, se sont retrouvés dans nos quartiers, dans nos rues, dans nos villages, dans les régions très retirées des villages chrétiens. Ça crée des problèmes. Alors, tant que c'est encore cerné et que politiquement on arrive encore à parler, ça va. Sauf que on nous promet une after. Vous savez, je ne sais pas si on utilise ce terme-là en français. Attention, 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 Ouais, des suites, l'anglicisme, mais ouais, j'aimais pas les anglicismes, mais c'est les suites, là, on a eu un député du Hezbollah qui, pas plus tard qu'avant-hier, nous promet des merveilles après la guerre, c'est-à-dire il veut mettre des gens en prison, il veut assassiner, il veut limoger, il menace l'État, il menace le président de la République, il nous menace tous. Donc, ce sont des gens qui aujourd'hui, s'ils mettent leur communauté ou bien leur environnement dans cette mentalité-là de vouloir se venger des autres communautés qui ont un avis politique contraire au leur, ça va être très très dangereux. On s'apprête à devoir affronter j'espère non, mais une guerre, une nouvelle guerre interne. Ce ne sera pas une guerre civile parce que ça n'a jamais été une guerre civile au Liban. Donc si on va sur ce chemin-là, ça peut être très dangereux. Et n'oublie pas qu'ils se sont un peu étalés dans les régions chez nous. Et eux, ils sont armés, pas nous. Donc, quand une famille se déplace des quartiers chiites, elle se déplace si les armes individuelles, la doctrine, la politique, tout ça se déplace avec eux. Et de ce fait-là, on peut être amené à être inquiété dans nos régions qu'il y ait des débordements si la politique officielle du parti incite la communauté à aller dans ce sens-là.
Georges, qu'on comprenne bien, le Hezbollah pour des Français, c'est assez éloigné en fait. C'est une réalité dont ils entendent parler dans des analyses, etc. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce que c'est pour les auditeurs qui ne le savent pas et qui voudraient comprendre quelle est la spécificité de ce qu'est à la fois un parti politique et une milice armée, et nous dire comment les chrétiens perçoivent aujourd'hui cette milice qui, je crois, a plus de 40 ans d'existence dans le pays. Écoute, c'est très vaste, là. Je ne veux pas vous faire en 10 minutes un cours d'histoire. C'est assez complexe. Grosso modo, ce sont quelques individus dans les années, fin des années 70 qui sont venus au Liban de l'Iran et qui ont formé 32 premières personnes qui étaient le pilier ou bien la garde historique du Hezbollah, qui les ont formés dans la Beka libanaise et qui se sont progressivement installés dans le pays. La doctrine initiale considère que les chrétiens sont venus comme des envahisseurs dans ce pays. Ce sont les paroles du fondateur du parti, Hassan Nasrallah, qui disait que les chrétiens sont venus en envahisseurs au Liban et qu'il ne veut pas que le Liban devienne une république islamique. Il veut que le Liban soit une république islamique dépendante du régime iranien. Donc ça, c'était la base de la base. Et avec le temps, ça s'est transformé tout doucement en espèce de parti politique qui, un coup, faisait de la terreur, pour ne pas dire du terrorisme, pour rester politiquement correct, et d'un autre côté, essayer de traiter avec les Libanais. Donc, c'était un mélange de dissimulation de politique agressive, voulant transformer le Liban en une république islamique. Ça a évolué, beaucoup évolué. Et d'autres personnes ou d'autres partis politiques, même chrétiens, ont pu trouver des opportunités avec ce parti-là, pensant pouvoir ou ne pas pouvoir arriver à un consensus avec ces gens-là. Mais c'est comme si on élève un chat à la maison et un jour il devient tigre. Donc, on n'a pas cru, beaucoup de gens n'ont pas cru à la dangerosité de ce parti-là, mais finalement, ce parti a été très mauvais vis-à-vis de sa communauté en priorité et vis-à-vis de nous. Donc, les Français se souviennent du Drakkar, ben, c'était eux au début. Les Français se rappellent l'assassinat de Hariri, c'est le Hezbollah qui a été accusé et 4 personnes du Hezbollah ont été clairement nommées par le tribunal international. Tous les assassinats des grands leaders du 14 mars, c'était eux qui étaient principalement accusés. Et jusqu'à dernièrement, le Hezbollah avait réussi à clairement mettre la main sur le pouvoir libanais et on l'avait vu dans les dernières décennies. Aujourd'hui, c'est une guerre, on l'a dit, qui concerne 2 acteurs, hein. L'État libanais n'a pas décidé d'entrer en guerre. La population libanaise, de tout ce qu'on lit, mais j'imagine que tu le confirmeras, a été très hostile, à la reprise, de ce conflit. Quel est le sentiment général? Est-ce que ton sentiment, c'est qu'il y a une exaspération de ces tensions internes qui peut amener à une sorte de désagrégation ou de surtension dans le tissu social du pays? Ou est-ce qu'au contraire, cette situation peut amener à une solidarité renforcée entre les Libanais du fait de l'épreuve à laquelle ils sont tous confrontés? Est-ce que tu sens un corps social qui reste uni ou un corps social Il y a qui un s'oppose? déplacement, il y a un déplacement de la ligne de contact. Avant, et beaucoup de Libanais le constataient, avant, il y avait clairement les pro-Hezbollah, si tu veux, et les souverainistes. Aujourd'hui, le Hezbollah, que ce soit en interne ou en externe, est un peu mis à l'écart et devenu un peu un loup solitaire. Le Hezbollah ne peut plus aujourd'hui parler au nom du Liban, et ça, c'est une très bonne chose. Déjà que le pouvoir a repris ses moyens, donc on s'en félicite. Et d'un autre côté, même au sein de la communauté, on l'a vu durant un des derniers conseils des ministres, les ministres proches de Nabih Berri, qui est son binôme chiite, n'a pas été solidaire avec ce mouvement. Donc même au sein de la communauté chiite, il est en train de perdre de son aura et de ses alliés. Et l'autre allié chrétien, le CPL, le Courant patriotique libre, aujourd'hui montre beaucoup de signaux de désolidarité avec ce parti-là. Pour le reste des communautés, que ce soit la communauté chrétienne, sunnite et druze, on se sent tous de nouveau
attirés ou bien piégés dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Il y a beaucoup d'appels à ce que des parties, des tiers interviennent pour amener la paix. La France a essayé de s'immiscer. On a vu Chypre qui a été mobilisé pour faire des négociations. Le Premier ministre libanais en a appelé à Donald Trump pour faire évoluer sa position. Est-ce que tu as l'impression, à ce stade du conflit, que l'intervention d'États tiers ou non directement concernés par la guerre peut être une solution et peut-être souhaitable pour amener la paix? Ou est-ce que tu crains que l'immixtion de diverses ingérences risque d'empirer encore la situation? Écoute, alors, nous sommes dans une période, et tous les Libanais le partagent, nous étions dans une période d'espérance après la visite du pape Léon au Liban, qui avait œuvré beaucoup pour la paix dans la région et en particulier au Liban. Et nous étions un peu tous dans cette ambiance-là. L'intervention qui paraît un peu orpheline et mesquine. Vas-y, Georges. Oui, oui, excuse-moi. Donc, d'autres interventions comme celle de la France qui paraît plus orpheline et loin de ce qu'on attendait d'elle, a fait que on n'a pas pu réellement savourer ce que la France était en train de suggérer. On nous suggère aujourd'hui, la France est en train de suggérer un accord de paix. Le président de la République a proposé un beau projet de paix. Le problème reste que la France ne participe pas à cette guerre et la France n'a pas investi, ne s'est pas investie dans cette guerre. Et la France, il y a une forme d'impression que c'est une diplomatie de rappel. Vous savez, quand on était à l'université, on avait la session de septembre. On dirait que la France, elle fonctionne avec la session de septembre. Donc, on n'arrive jamais à avoir la moyenne quand il le faut et on essaie de se rattraper après les vacances pour prendre quelques cours de rattrapage et venir faire le devoir un peu bâclé. Et c'est très malheureux. On voit le président de la République qui vient, et il est remercié, il vient jusqu'à Chypre, mais de Chypre à Beyrouth, il y a 200 kilomètres et il aurait pu faire un saut si c'était, s'il l'aurait fait, ça aurait été le bienvenu. Mais on n'a pas vraiment confiance dans ce qui se fait. Et les Américains ne feront pas le cadeau de donner à M. Macron le cadeau de faire l'accord de paix lui-même ou que la France prenne ce prestige ou ce privilège de faire un accord de paix entre le Liban et Israël. Les Américains vont récupérer tout ça et c'est presque sûr. On le sent d'après ce qu'on entend par les Américains. Autre question, elle est difficile, Georges, je le sais du fait de l'histoire du pays récemment, mais ça a fait beaucoup de bruit en France. Une information a été partagée dans de nombreux médias affirmant que Donald Trump aurait demandé aux voisins syriens d'intervenir pour combattre le Hezbollah. Cette information a été contestée par diverses chancelleries, évidemment, je m'empresse de le préciser. Est-ce que c'est quelque chose que tu crains? On sait que le passé entre la Syrie et le Liban est très douloureux. Ça a été une force d'occupation dans le pays, avec un certain nombre de prisonniers libanais qui sont d'ailleurs toujours pas rentrés. Tu me diras si je me trompe. Est-ce que tu sens que c'est une peur? Est-ce que c'est une crainte que tu peux avoir? Ou est-ce que tu as l'impression que c'est des projections occidentales et que c'est pas tellement l'actualité aujourd'hui? Et écoute, c'est un sujet, effectivement, c'est un sujet très délicat parce que une grande partie des Français considéraient que le rempart contre les islamistes en Syrie était le régime syrien, alors que plus criminel que le régime syrien, il n'y en a pas. Donc, pour nous, si tu veux, le régime syrien, c'est lui qui a favorisé depuis le début l'émanation de ce genre d'organisation d'islamistes extrémistes. Après, parlons d'aujourd'hui, c'est toujours un peu les idées que les Hezbollah et les gens proches du Hezbollah et les gens qui sont un peu dans cette mouvance-là essayent d'alimenter cette histoire-là en disant ouais, le Shah va attaquer par le nord et Shah va faire ceci et Shah va faire cela. Entre nous, Charles, et ce sont des choses où il y a des gens, maintenant il y avait Thomas qui était avec toi et qui nous parlait un peu de la situation au Liban, il y a des gens de SOS Chrétiens qui sont en Syrie, et il y a beaucoup de gens qui vont aujourd'hui en Syrie. Déjà qu'il arrive à couvrir son territoire avant qu'il ne vienne travailler dans le territoire libanais, première chose. Deuxième chose, moi je me base sur des informations claires. Le président Shara, il s'est entretenu avec le président de la République libanaise, il s'est entretenu avec le président du parti Kataeb longtemps.
et ils ont partagé beaucoup de points de vue. Shara a clairement dit, et des annonces officielles ont été dites, la présence de militaires syriens sur la frontière libanaise n'est pas orpheline. Il y a aussi la présence de l'armée syrienne sur la frontière irakienne aussi. Et dans les deux cas, ce sont pour des attroupements pour protéger la Syrie ou bien pour filtrer s'il y a d'éventuels passages des mouvements du Hezbollah vers la Syrie, que ce soit du Hashd al-Sha'bi en Irak vers la Syrie ou du Liban vers la Syrie. Euh, Ça a été clair, ça a été démenti, ça ne se fera pas. Si ça se fait, ça sera une énorme catastrophe pour tout le monde, mais rien de concret n'indique qu'il y a quelque chose dans ce sens-là, sauf quelques fantasmes ou bien quelques idées farfelues qui veulent faire peur aux Libanais en disant que Achag va rentrer avec son armée par le nord. Je tiens à préciser, Charles, que l'armée libanaise est une armée qui est très compétente. Et cette armée libanaise est capable de faire régner la loi dans le pays. Il suffit que l'État libanais donne autorité à l'armée libanaise. Il y a eu un cas sur la frontière syrienne, pas plus tard qu'hier, où l'armée est intervenue dans un village où il y avait une présence militaire accrue du Parti de Dieu, et l'armée a fait régner la loi et ça s'est très bien passé. Les médias n'en parlent pas trop parce que ce n'est pas le Sud et ce n'est pas d'actualité, mais je tiens à préciser que l'armée, tant qu'on lui donne les ordres qu'il faut et tant qu'on lui donne la couverture politique qu'il faut, elle le fait. L'armée, ça reste un outil de l'État, ce n'est pas à elle d'initier des activités, c'est à l'État, c'est au gouvernement et au président de la République de lui donner des ordres clairs et un plan de travail pour qu'elle puisse l'exécuter. À part ça, dans nos quartiers et dans nos rues, moi je suis à Babda, c'est-à-dire je suis à 10 minutes, même pas, de la banlieue sud de Beyrouth qui se fait bombarder tous les jours. C'est relativement calme entre les gens. Il y a beaucoup de respect entre les personnes déplacées et les personnes qui les accueillent. Et ça va dans les deux sens. Il n'y a pas de distinction entre nous, sauf lorsqu'il y a des manifestations politiques qui ne sont pas souhaitées et les gens se permettent d'agir très rapidement et de faire de façon à ce que ça se calme et ça se tasse, jusqu'à maintenant. Dernière question, et puis nous allons avoir Hector Ajar. Georges, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à ton pays en une minute? Qu'est-ce qu'il Qu'on faut nous vous fiche la souhaiter? paix. Qu'on nous fiche la paix, Charles. Franchement, ça fait. Il y a une application qui circule, on se comprend, on a le même âge. Il y a une application qui circule, il suffit de mettre ton âge dessus et on te donne la proportion de temps que tu as passé durant des guerres. Je l'ai fait hier, j'ai fait mon test hier, je suis à 63%. Donc 63% de ma vie, c'est des guerres. Donc on a tout essayé. Plutôt, ils ont tout essayé. Ils ont essayé de nous refourguer les Palestiniens pour laisser la liberté à Israël de se construire un pays. On a eu une guerre de 15 ans. La Syrie avait des intentions sur le Liban. Elle s'est installée ici, elle a détruit le pays et toutes les institutions et elle a encouragé la mafia qui a pillé le pays 15 ans. Et après, l'Iran, il nous a envoyé le Hezbollah qui était encore naissant et en 2005, il s'est approprié le pouvoir par la terreur et jusqu'en 2026. Donc ça n'a pas arrêté. Et Israël, bien sûr, ne va pas nous laisser tranquilles. Donc dès qu'ils peuvent nous déranger, ils vont nous déranger, même si les uns disent qu'ils ont des intentions territoriales et d'autres disent non. Dans tous les cas, Israël ne nous facilitera pas la tâche. Le Liban est un très grand concurrent. Si la paix est faite, le Liban est un très grand concurrent pour Israël, que ce soit économique, que ce soit touristique, que ce soit culturel. Demain, s'il y a la paix entre le Liban et Israël, je te rassure tout de suite, je pense que les Européens viendront plus habiter au Liban, iront faire un tour en Israël et reviendront vivre au Liban parce qu'on sait faire la fête et on sait s'amuser. Donc, on a Un envie grand de merci, vivre Georges. et voilà. Un Merci, grand Charles. merci, Georges, de nous avoir accompagnés. Je te souhaite une bonne journée et bon courage pour ta famille et toi. Amis auditeurs de Radio Courtoisie, nous sommes avec Hector Ajar qui nous répond depuis le Liban en direct. Merci, Hector, d'être avec nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas dans l'émission, tu as été ministre des Affaires sociales du Liban. Comme président des SOS Chrétiens d'Orient, j'ai pu voir à la fois ton dévouement pour ton pays et ta grande compétence. Tu connais très bien le sud du pays. Première question, Hector Ajar.
Quelle est la situation aujourd'hui au Liban? Comment tu décrirais l'état des choses? Bonjour Charles, mes salutations à vous et à vos auditeurs. La situation sécuritaire au Liban, en particulier dans le sud, demeure extrêmement fragile et instable en raison de l'escalade militaire continue. Les citoyens, notamment dans les zones frontières, vivent sous une pression quotidienne avec des répercussions directes et profondes sur leur vie. Aujourd'hui, on a trois réalités qui coexistent au Liban. D'une part, des habitants profondément attachés à leur village du sud Liban, notamment les villages de la région Marjayoun et ses environs, à Hasbaya, Sheb'a, Bint Jbeil, et surtout les localités comme Rmesh, Debel et Ain Ebel, où les résiliences restent remarquables malgré les risques. D'autre part, une population déplacée de plus en plus nombreuse, contrainte de quitter ses foyers dans des conditions souvent très difficiles, souvent en pyjama dans la nuit, parfois après avoir tout perdu. Enfin, on a la communauté plus au nord qui joue un rôle profond, un rôle fondamental en accueillant les déplacés et en partageant avec eux des ressources déjà limitées. Cette communauté constitue le socle de la solidarité. Cette communauté, Hector Hajar, elle est aujourd'hui face à des défis, face à des périls. Est-ce que le Liban a les moyens de faire face à la crise humanitaire actuelle? Est-ce que tu connais très bien la situation, tu as été ministre des Affaires sociales, tu vois la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, Le Liban n'a pas les moyens à faire face à la crise, à ce grand nombre de déplacés qui a dépassé 1 million. On a à peu près, les déplacés sont partout dans le pays, même vers le nord, ils sont déplacés. On a plus que 620 centres d'accueil partout dans le pays et le nombre qui accueille, où ils sont accueillis dans les centres qui ne dépassent pas 33 000 et les gens sont dans les villages, dans les villes et partout. Et même, il y en a des personnes qui sont sur les rues jusqu'à maintenant, ils ne sont pas accueillis. Par exemple, à Saïda, on a plus que 1000 personnes qui sont maintenant dans les jardins, qui n'ont pas aucun abri. il y a eu plusieurs victimes chrétiennes depuis le début du conflit, 3 villageois à Enebel qui étaient en train de réparer une antenne pour Internet. Il y a eu un cas qui a fait énormément parler, notamment parce que sa disparition était symbolique, presque sacrificielle. Il s'agit d'un prêtre, le père Pierre, qui officiait à Cléa. Tu as eu l'occasion de travailler beaucoup dans le sud du pays, je le disais en introduction, et tu as pu te rendre aux obsèques. On te voit sur les images de ces obsèques en tête du moment où vous avancez dans les rues en sortant de la messe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces obsèques qui ont été un moment, je pense, très important dans le conflit, notamment pour tous les Libanais et plus spécifiquement pour les chrétiens qui étaient directement touchés? Charles, dès le premier jour, nous sommes mobilisés sur le terrain, surtout vers le sud, notamment dans les villes de Jizlin et de Saïda, pour accompagner les déplacés, assurer leur accueil et organiser la réponse rapide. Oui, il y en a jusqu'à maintenant plus que 1000 décédés. Des centaines et même des milliers de personnes qui sont blessées. Le prêtre, il a décidé, le prêtre Rai à Claïa, même il y en a d'autres personnes qui ont perdu leur vie en se déplaçant dans leur village. Le contexte ne va pas bien. Il y a la peur. Vraiment, les gens perdent confiance et malgré tout, ils sont dans
dans un contexte, dans un contexte de perdre confiance et malgré la résilience, ils cherchent à rester dans leur village. C'est très important de le noter, c'est qu'une partie des villageois n'ont pas voulu obéir à l'ordre israélien qui était de tout évacuer. Ils considèrent qu'ils doivent rester dans leur village chrétien. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de familles, par exemple, qui sont restées dans le sud? J'imagine que c'est peut-être un peu compliqué à obtenir. Et C'est un peu difficile de savoir le nombre, mais les villages de la bande frontalière, la situation est encore plus préoccupante. Les infrastructures et les services essentiels, eau, électricité, télécommunications, sont gravement affectés. De nombreuses routes sont endommagées, rendant la mobilité de secours souvent impossible. De ce fait, le système de santé est sous forte pression, ses capacités sont limitées. Sur le plan humanitaire, la situation est également critique. Lors de ma récente visite sur le terrain à Claïra et à Marjayoun mercredi passé, j'ai constaté au sein de la population une inquiétude profonde, un sentiment de peur permanent et une grande détresse. Oui, la résilience existe, mais aujourd'hui, les conditions nécessaires pour la soutenir ne sont pas réunies. qu'est-ce qui peut être fait pour soutenir cette résilience? Que faut-il faire? Je pense à l'action locale, mais aussi aux partenaires internationaux, qu'ils soient institutionnels ou associatifs. Ce que je pense que les gens demandent, les gens demandent qui sont en dehors du bombardement et que les régions soient de plus en plus vives. Tu peux un peu répéter, j'ai raté la question. Hector, tu nous disais qu'il y avait une résilience, certes, de la population libanaise et notamment des personnes déplacées, mais qu'elle manquait de soutien à cette résilience et qu'il y avait des difficultés, tu les as listées, infrastructurelles, pression du système de santé, alimentation, etc., etc. Qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui doit être fait pour soutenir cette résilience et cette bonne volonté des gens que tu as vus dans le sud? Je rappelle que tu t'y es rendu dans les villes de Claïa et de Marjayoun, qui sont directement dans les zones concernées. Je pense qu'il faut tout d'abord faire un appel à la communauté internationale à protéger les civils, à faire une pression sur la communauté internationale, à protéger les civils, à intensifier les pressions pour alléger leurs souffrances, à mettre fin au ciblage des zones civiles et à renforcer l'aide humanitaire, tant médicale qu'alimentaire, afin de garantir des conditions de vie minimales. Ces conditions de vie minimales, elles sont évidemment extrêmement souhaitables. Hector, merci de nous faire l'amitié de nous répondre. Je rappelle que tu nous réponds depuis le Liban, que tu as été ministre des Affaires sociales dans le pays. Aujourd'hui, quand tu parles aux gens, quel est leur état d'esprit? Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont désespérés? Est-ce que tu as l'impression qu'il y a encore suffisamment d'énergie dans le Liban pour tenir face à la crise? Quel est l'état d'esprit général? L'état d'esprit général, les gens, ils sont vraiment tristes. Ils ont perdu confiance. Ils cherchent une solution. Ils sont attachés à leur village. Ils sont attachés à leur ville. Mais en même temps, ils sont un peu désespérés. Ils ont perdu car ils sont en train de perdre ou des personnes, des familles, leur maison. Et ils sont en train de perdre confiance au discours politique national. Ils ne voient pas une solution rapide. La guerre continue et le nombre de déplacés de plus en plus augmente. Et donc, même les blessés, même le nombre des blessés et le nombre des décédés augmentent jour après jour. La destruction partout, la guerre continue. C'est pour cela que ces gens, ils souffrent en profondeur et ils ont peur.
Cette peur, elle concerne beaucoup les soutiens habituels des Libanais, les partenaires internationaux des Libanais. Est-ce qu'aujourd'hui, l'aide internationale qui arrive, et notamment l'aide humanitaire qui arrive, est suffisante? Et est-ce que tu sais dans quel secteur elle doit être renforcée? Maintenant, la mobilisation, elle est très limitée. Le gouvernement, elle essaie de faire une mobilisation. Les aides sont très limitées. Les aides du monde arabe, de même, sont limitées. Il y a le grand problème, il y a la guerre dans le monde arabe. La communauté internationale, jusqu'à maintenant, elle n'a pas répondu. Et donc, la solidarité, elle se fait surtout entre les gens du pays et les associations locaux, les municipalités, les gouverneurs, et un peu de la part de l'État, un peu des aides de la part de l'État. Tu as été créateur et à la tête d'une très belle association au Liban avant d'avoir des fonctions ministérielles. Euh, les Français qui nous écoutent et qui veulent aider les Libanais, que peuvent-ils faire? Qu'est-ce que tu les invites à faire? Maintenant, je pense que les Français et même les Européens, ils peuvent agir à travers des organisations de confiance qui travaillent dans le pays. Ils sont reconnus et ils peuvent virer de l'argent ou ils peuvent virer des aides, surtout les médicaments, pour les transmettre au centre de réfugiés et au centre des déplacés et les transmettre aux villages qui sont dans les frontières et même aux villages qui accueillent les personnes déplacées. On a un très grand problème à ce niveau. Les villages qui accueillent, ils sont maintenant, les gens sont sans travail, ils n'ont pas aucun revenu et ils sont en même temps, ils sont en solidarité avec les déplacés, mais eux, ils n'ont pas les moyens de continuer leur vie. Ce qu'on a besoin, que la France et l'Europe et toutes les personnes qui peuvent aider le Liban qui peuvent virer de l'argent vers des associations reconnues dans le pays ou s'engager dans des programmes pour le support de l'éducation, pour le support de la protection, pour le support de l'urgence, pour le support même pour le support des projets qui peuvent soutenir un peu les gens dans leur village. Genre, Hector, une ultime question. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter au Liban? Qu'est-ce que les Français doivent espérer pour le Liban dans la situation actuelle? Je pense que les Français et même l'Europe, je parle de Français et de la communauté européenne, ils peuvent faire une grande pression euh, sur le contexte et arrêter, faire le cessez-le-feu euh, pour entrer en dialogue direct entre les Libanais et entre les Libanais et la communauté internationale pour un engagement et pour trouver des solutions, surtout pour que l'État prend la relève dans le pays. Une ultime question, une dernière question pour toi, Hector. Est-ce que tu as de l'espoir ou est-ce que ou est-ce que c'est difficile d'avoir encore de l'espoir avec cette trêve de 2024 si durement négociée qui a été annulée alors que le pape Léon venait de venir et que tout le monde était un peu enthousiaste? Est-ce que tu arrives à conserver l'espoir? Nous sommes dans l'espérance, moi et beaucoup de Libanais, on agit et on continue notre action. On va, on va rester dans ce pays. On a une mission pour le Liban et pour le Moyen-Orient. Nous ne sommes pas désespérés. On va continuer pour que le pays revienne et se redresse et pour que les déplacés reviennent à leur village. Et on vise à avoir un État qui va prendre la responsabilité au niveau de tous les territoires libanais et qu'on commence une nouvelle vie
pleine d'espérance et de paix. Eh bien, c'est sur ce beau message que nous terminons cette émission spéciale sur le Liban du Libre Journal des débats de Radio Courtoisie. Un grand merci, Hector Hajar, d'avoir pris de ton temps dans cette situation si difficile pour informer nos auditeurs. Merci à toi et courage pour tout ce que tu fais là-bas. Quant à moi, amis auditeurs, je relais le message d'Hector Hajar. Soutenez le Liban, ils en ont besoin, ils en ont énormément besoin par tous les moyens que vous trouverez, toutes les associations, toutes les chaînes de prière, faites-le. Je crois que Radio Courtoisie s'associe largement à moi pour ce message. Je remercie Claudia et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Libre Journal des débats.